Il y a des études de construction métallique qui ont prospéré sans qu'il y ait un ingénieur à la tête. Oui, oui, C'est clair. oui. Bon. Moi, je dois quand même dire que j'ai bénéficié de beaucoup de ma formation dans le travail que je fais. À vos débuts, vous avez 25, 26 ans. Comment vous êtes arrivé à avoir vos premiers clients? Bienvenue dans Bédo BTP, votre émission où nous invitons les acteurs du BTP à parler des sujets qui nous passionnent tous. Aujourd'hui, nous avons reçu un entrepreneur prospère dans le secteur de la construction métallique et des- du BTP en général aussi. Il a un parcours très inspirant. On va parler des sujets que vous allez peut-être trouver intéressants. Je n'en dis pas plus, on y va. Oui, monsieur, Bonjour, monsieur Charles. vous allez bien? Ça va? D'accord. Merci. Et parlez-moi un peu de vous et de votre entreprise. Je m'appelle Olatungi Yaye. Je suis ingénieur en génie mécanique et énergétique. J'ai créé la société Benotech depuis 1997, 1997. juste à la fin de mes études d'ingénieur, Oh, et je gère cette société jusqu'à présent. Cette société est spécialisée en montage industriel, en construction métallique et en BTP. Nous travaillons aussi dans l'agro-business, dans l'agro-industrie. d'accord. C'est bref, d'une manière générale, ce que je peux vous dire de Benotech pour l'instant. Ok. Aujourd'hui, Benotech se porte bien. Bon, ça va. Ça va. Ok. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. D'accord. Et Benotech aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs? Benotech, nous travaillons avec différents types de collaborateurs. On a des collaborateurs permanents, des employés permanents, et nous avons des employés à temps partiel, des employés occasionnels que nous utilisons dans des usines pour travailler. Alors, à temps plein, nous utilisons une dizaine de personnes. Une dizaine de Une personnes. dizaine de personnes. Mais nous avons environ 150 ouvriers qui travaillent, qui interviennent pour nous sur les différents chantiers lorsque nous avons des chantiers. 150 ouvriers. Oui, qui travaillent avec nous dans différents domaines. Ça part des soudeurs certifiés, ça part des peintres, ça part des calorifugeurs, et ça parle aussi des, Des concepteurs, c'est ça? des concepteurs. Ça, c'est au bureau. On Ça, c'est a au bureau. un bureau d'études Ok. qui s'occupe de la conception de tout ce que nous fabriquons comme usine, de tout ce que nous montons comme usine. Ok. Donc, au sein de Benotech, vous avez un bureau d'études où il y a des concepteurs. Oui. Et quand vous avez un projet, ils conçoivent en Ils fonction travaillent sur le projet. sur le projet. Oui. Mais pour l'exécution, vous avez jusqu'à 150 Ouvriers qui ne sont pas permanents chez nous, sur nous, oui, mais qui travaillent sur... interviennent sur nos projets D'accord, lorsque nous démarrons les projets d'exécution d'accord, sur le terrain. ok. Il faut dire que nous sommes beaucoup plus du terrain. Oui, parce que votre travail, c'est pas... Notre travail, en dehors de la fabrication des pièces ou des machines que nous faisons dans nos ateliers, notre travail, c'est beaucoup plus le montage dans les industries, les fabrications dans les industries et les maintenances dans les industries. Ok, C'est beaucoup plus ça. d'accord. Les débuts de Benotech, on est en 97. Oui. Donc ça fait près de combien? 30 ans, hein? 27 ans déjà, c'est Oui. ça? On est en 24. 2024. Oui, en principe, ça fait 26, 27 ans. Wow. Ok. Vous avez terminé juste vos études d'ingénieur, vous avez démarré l'entreprise. Oui. Racontez-nous un peu les débuts. Comment ça s'est passé? Bon, comme tout début, ça n'a pas été évidemment facile. Mais c'était beaucoup plus
un sujet de conviction. Moi, j'avais choisi comme option d'aller à l'entrepreneuriat depuis que j'étais en seconde. Oui, cette option avait été déjà choisie. Ce qui a fait que, dès que j'ai eu mon bac, j'ai opté pour aller faire formation pratique au CPU, actuellement EPAC, au CPU. Donc, j'ai fait ma formation j'ai été soutenu sur la fabrication d'un équipement de transformation de palmier à huile. C'était votre sujet de C'était mon sujet de mémoire. En 1997. C'est-à-dire une machine de transformation de palmier à huile. Oui, en huile de palme. En huile de palme. Oui. Dans une machine où, à partir des grains de palme, on obtient le produit, l'huile de palme. Oui. J'avais soutenu sur ça déjà en ce moment. Parce que oui, on sait que l'EPAC, quand tu finis, tu travailles sur un sujet donné. C'est ça. Oui. C'était mon sujet, bon. Okay. Et donc, juste après ça, je me suis mis à prendre des démarches pour atteindre mon objectif. J'ai commencé par réfléchir au nom d'une société, à la nation de ma société. Il m'est venu en tête une nouvelle technologie qu'on appelle biotech aujourd'hui. Une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie qu'on appelle biotech aujourd'hui. J'ai créé un établissement. Je crois que j'ai commencé un peu dans l'informel. Après, en 2000, j'ai créé un établissement. Ça, c'était un établissement personne physique. Oui. Et on a commencé par travailler sous forme d'établissement. On a évolué, on a travaillé, on a pris quelques contacts. Évidemment, ce n'est pas facile parce que quand je vous dis que je venais de finir mes études, vous devez comprendre que j'étais très jeune. Oui. Au moment où je commençais réellement, à peine j'avais 25 ans, 26 ans. Quand on me voyait, j'étais beaucoup trop jeune. Quand vous allez sur des marchés, c'était difficile que les gens vous fassent confiance. Et surtout lorsque vous n'avez pas encore les moyens de vous acheter une voiture, et ainsi de suite. C'était difficile. Donc, il a fallu vaincre tout ça et convaincre les gens par de petits projets, par notre savoir-faire, avant d'être accepté comme prestataire de services dans plusieurs usines de la place. Et depuis ce moment, depuis que c'est établi, que vous travaillez, ça va en principe. D'accord. C'est un peu ça. Donc, je disais qu'on a créé un établissement en l'année 2000. Chemin faisant, en 2007, on a déjà connu une certaine évolution. Et il fait qu'on a dû muter vers une société à responsabilité limitée, une salle. Donc, si vous regardez sur nos papiers aujourd'hui, vous verrez que la société a été créée en 2007, en juin 2007. Mais l'historique mémorial de la société, c'est ce que je venais de vous dire. 2017. Voilà. Ok, donc c'est parce que légalement la société existe, a commencé à exister en 2007. On va croire que c'est en 2007 que vous avez commencé. Sinon, oui, vous êtes là depuis. Pour la société. Pour la société. Oui, puisque la société, on ne peut pas faire figurer dans la société la date de création de l'établissement. Oui. Donc, ils disent que c'est des personnes complètement différentes. Si on devait passer de la société SARL à une société anonyme, c'était possible. Oui, on met tout facilement. Oui, ça c'était facile. Mais là, il a fallu créer carrément une autre personne morale, une autre entité, qui est une salle qui est complètement différente de l'établissement. Ok. Maintenant, une personne qui a un établissement aujourd'hui, c'est pas si c'est les mêmes formalités jusqu'à présent. Une personne qui a un établissement aujourd'hui, elle veut aller faire une société. Il supprime toutes ces activités ou bien comment il fait? Bon, vous, comment vous avez fait? Vous avez utilisé, vous avez fait comment? En fait, vous ne supprimez pas vos activités. Non. Ce qui est sur les activités que vous avez faites, vous les avez faites. Vous avez des preuves que vous avez fait des activités. Vos clients vous connaissent. C'est d'abord vous qu'on connaît. Oui, la personne, le fondateur. Le fondateur, c'est d'abord vous qu'on connaît, puisque vous êtes en contact avec eux. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand j'ai voulu créer la société,
puisque ça ne pouvait plus porter le même nom exactement, j'ai juste ajouté ingénierie. C'est pour ça que je dis que c'est Bénin Nouvelle Technologie et Ingénierie. On s'appelle Benotech Benotech ING. ING. Ok. Voilà. C'est de là que ce nom est venu en réalité. C'était... Bon, alors, dès que ça a été fait, il fallait maintenant écrire aux sociétés, aux partenaires avec lesquels nous travaillons déjà, pour leur dire, écoutez, désormais, nous changeons de statut, et nous sommes maintenant une société à responsabilité limitée, on leur transmet notre registre de commerce, on leur transmet tout, mais qu'on n'a pas changé d'activité. C'est la même activité qui continue. Au contraire, maintenant, on va dans l'extension, on va à une extension avec le BTP qu'on a rajouté à nos activités. D'accord. D'accord. Ok. À votre début, d'abord, la question que je vais poser pour vous, est-ce que vous êtes allé dire que le succès que vous avez eu aujourd'hui, vous l'avez eu parce que vous êtes ingénieur? Parce qu'on connaît des sociétés qui sont dans la construction métallique où les fondateurs ne sont pas ingénieurs. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous êtes ingénieur qui a fait que vous avez du succès aujourd'hui? Ou bien vous auriez pu avoir le même succès sans être ingénieur? Bon, il y a des sociétés de construction métallique qui ont prospéré sans qu'il y ait un ingénieur à la tête. Oui, oui. C'est clair. Oui. Bon. Moi, je dois quand même dire que j'ai bénéficié de beaucoup de ma formation dans le travail que je fais. Parce que vous savez, la formation sur le tas, ça forme beaucoup de personnes qui font mécaniquement des choses sans savoir vraiment ce pourquoi ils le font et les implications. Et sans prendre en compte la dimension de l'homme. La dimension de l'homme aujourd'hui, quelque chose que vous faites, c'est la sécurité de l'homme et l'hygiène, sécurité et environnement. Ça doit prendre en compte tous ces aspects aujourd'hui. Mais lorsque vous n'avez pas un certain niveau de formation, c'est des choses qu'on néglige souvent dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Donc, je dois dire que ma formation participe beaucoup à mon évolution. D'ailleurs, il y a certaines sociétés où, quand il y a des sujets importants, quand on veut réfléchir sur des conceptions de certaines choses données, on ne fera pas appel à tout le monde. Oui. On nous fera appel parce qu'ils savent que nous avons cette possibilité, cette capacité. Voilà. Okay. Ok, mais au sein de cette société, il y en a qui s'entourent d'experts. Oui. Donc, on va dire que soit le fondateur est, on va dire, l'architecte de l'œuvre, ou se fait entourer d'architectes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y en a qui ne sont pas formés et qui réussissent. Oui. Il suffit d'avoir l'expertise nécessaire. D'avoir le personnel nécessaire. Voilà. À côté. D'accord. Bien entendu, on n'est pas obligé d'être de cette formation. Avant de se lancer dedans. C'est une entreprise comme toute autre entreprise. Mais lorsque vous avez cette formation, ça vous donne peut-être une avance sur d'autres qui ne l'auront pas. Oui. Parce que pendant que vous devez payer un expert pour un travail donné, surtout au début, hein, vous, déjà que vous êtes dedans, vous le faites tout. Donc, on est très technique. Voilà, c'est ça. On est très technique. Vous savez, chaque fois que vous devez attendre quelque chose de quelqu'un, c'est pas toujours évident que lorsque vous y allez vous-même, directement. Oui. Malheureusement, on ne peut pas tout faire soi-même. Mais quand on est du domaine, on arrive quand même à déjà savoir anticiper sur certaines choses et à voir ce que les choses avancent. D'accord, d'accord. Ok. Okay. À vos débuts, vous avez 25, 26 ans. Comment vous êtes arrivé à avoir vos premiers clients? Bon, on s'est battu. On s'est battu. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit à une usine de la place. C'était à vos débuts? À mes débuts. J'ai écrit à une usine de la place que j'étais spécialisé en tant que pour leur fournir tel service, tel service. À plusieurs, hein, je suis allé, j'ai déposé les dossiers. Aucun retour. J'ai réécrit 3 fois.
une troisième fois. Alors, j'ai pris la décision d'aller les rencontrer. Bon, vous savez qu'on ne s'entretue pas dans les usines comme au marché dans ton pas. Alors, j'ai cherché le numéro du standard, j'ai appelé cette usine-là que j'avais choisie, c'est cet exemple que je donne. J'ai choisi, j'ai appelé, j'ai demandé qu'on me passe le chef service maintenance, le peut-être technique, tout ça. Bon, vous avez rendez-vous, je dis non, dites que c'est la société Belutech, et tout ce qu'on devait leur dire. Il prend l'appel quand même, il parle avec moi. Il dit que c'est moi qui ai envoyé tel courrier, que je souhaiterais venir les voir pour discuter de vive voix avec eux. Il dit ok, vous venez quand? On a pris rendez-vous et je me suis rendu. J'ai parlé avec lui, j'ai pris son numéro de téléphone, je lui ai dit tout ce que je pouvais faire pour leur usine, tout ça. Je me suis retourné à la maison, toujours rien. J'appelle, quelques temps après, j'appelle, oui, je l'appelle. Bon. Je suis reparti une deuxième fois. Toujours le même scénario. Une troisième fois, j'étais allé, c'était plus pour parler du travail, c'était pour discuter amitié. Visite éclair, quoi. Visite éclair, une invitation à un petit déjeuner amical. Je n'ai pas eu la réponse tout de suite pour l'invitation. Alors, vous invitez le chef service oui. maintenance à un déjeuner. À un déjeuner, pour qu'on puisse parler et mieux se connaître. Bon, je dois dire que ce jour-là, c'est ce jour-là réellement que devant moi, il m'a inscrit dans la liste des prestataires de la société. Oh. J'étais le nom de la société. C'est ce jour-là qu'il m'a inscrit dans le nom des prestataires. Il n'a pas accepté l'invitation, mais il n'avait pas dit non non plus. Il devait consulter sa femme, parce que j'ai invité avec son épouse. Donc, vous l'invitez la personne même, et pas un nom, le chef service. Oui, la personne même. Avec son épouse. Oui. Les relations interpersonnelles comptent beaucoup dans tout ce que vous avez à faire. Oui. Quel que soit ce qu'on en dise, c'est clair. Mais je dois vous dire, ce jour-là, quand j'ai fini de discuter avec lui, quand je l'ai quitté, avant que j'arrive dans mon bureau, j'ai reçu un appel de la société qui me demandait de faire une proposition de travail à faire. C'était pas grand-chose, c'était un marché de 50 000, je me rappelle comme si c'était hier. 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. C'était un marché comme ça, j'ai fait la proposition, j'ai exécuté le marché, je suis rentré dans la société. C'était symbolique pour vous? C'était symbolique, c'était le début. Donc c'était votre premier client? C'était mon premier client dans cette société. Ok, dans cette société. C'était mon premier travail, mon premier marché dans cette société. Ok, mais avant d'avoir ça... Avant d'avoir ça, bon, je travaillais avant d'avoir ce marché, vous avez envoyé des lettres à beaucoup de sociétés. Wow. Et tel que j'ai fait ma démarche là, j'ai eu beaucoup d'autres démarches dans d'autres sociétés aussi de la même manière, qui ont abouti à de bons résultats. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça. Vous êtes persévérant. Hein? Ça, je suis persévérant. Et ça fait partie de ce qu'il faut avoir pour pouvoir gérer une entreprise. Si vous vous découragez pour peu, tout est perdu. Oui, vous allez voir une autre personne réaliser vos rêves. C'est ça, tout est perdu. Oh, d'accord. Donc, à vos débuts, ce n'était pas facile, comme vous l'avez dit. Mais quand vous avez commencé par avoir vos premiers clients, comment vous avez su gérer et garder ces clients? Pour garder les clients, il faut entretenir de bonnes relations de travail. Il faut déjà être sûr du bien faire du travail qu'on vous a confié, le respect du délai et beaucoup de courtoisie dans vos échanges. C'est surtout beaucoup ça qui a joué. Surtout la qualité du travail qu'on leur donne. C'est surtout ça. C'est tout ça.
Oui. D'accord. OK. Au début, on va parler de l'installation même de votre atelier. C'était un atelier d'abord. Oui, OK. Vous avez eu à utiliser des matériels. oui. Quel type de matériel? Comment? Vu que vous étiez un jeune ingénieur et je parie que vous n'avez pas travaillé quelque part pour avoir des économies. Non. Vous êtes entré directement. Oui. Comment vous avez installé l'atelier? Avec quel moyen? Bon, par rapport à ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Quand je vous dis que j'ai écrit à des sociétés, ainsi de suite, j'écrivais depuis mon salon. Ah, donc vous n'aviez même pas Je encore n'avais pas encore l'entreprise construite. un siège Je n'avais pas encore un siège. Tout se déroulait de mon depuis votre salon, maison. depuis ma maison. D'accord? Euh, et quand c'était des marchés de fabrication, j'avais des amis devanciers qui avaient des ateliers, puisque nos équipements sont des équipements qui coûtent très cher. Oui. Pour la fabrication des pièces, les machines, outils, comme le tour, la fraiseuse. En ce moment, ça coûtait très cher. Très cher. Il fallait pouvoir le faire. Des postes à souder. Aujourd'hui, c'est bon, on a beaucoup de postes à souder électroniques qui ne coûtent pas très cher. Mais dans le temps, c'était... Dans le temps, les équipements étaient chers. Et les machines, outils, il fallait pouvoir se l'acheter. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'écris. Quand j'ai des marchés, quand je postule pour que j'ai des marchés, je vais faire des partenariats avec des devanciers qui avaient déjà des ateliers. J'exécute le marché, je paie ce que j'ai à payer à cet atelier, un peu comme de la sous-traitance. Oui. Je paie ce que j'ai à payer à ce partenaire, je livre, et quand je suis payé, je commence par m'approvisionner. Moi-même, un peu. En dehors de ça, c'est que aussi, j'étais consultant. Oui. J'étais consultant pour des projets pour lesquels je montais des projets d'appui aux artisans, des projets d'appui au monde rural, Donc, et tout ça m'a permis d'avoir un peu de ressources. J'étais formateur aussi. Tout ça m'a permis d'avoir un peu de ressources pour commencer par acheter un poste à souder. J'étais avant de pouvoir me constituer pour acheter quelques équipements. Et j'ai lancé mon entreprise. Okay. Donc, et ce qu'on dit là, depuis 1987, où je me suis lancé, c'est vers les années 2000 que j'ai commencé par acquérir des équipements. C'est vraiment en 2003 que j'ai créé mon atelier. Donc, c'est 6 ans après, vous êtes lancé, que vous avez installé l'atelier. Oui. Donc, quand on va dire construire l'atelier, c'est que c'est là où vous avez des postes à souder. J'ai acheté des postes à souder, des machines, outils, tout. J'ai construit mon immeuble, j'ai mis les machines, je ne pense pas travailler. Non. En 2003, vous avez construit votre propre immeuble. C'est ça? J'avais commencé. Ok, donc. J'avais commencé juste au niveau où il fallait mettre les équipements et faire. Après, je devais pouvoir continuer. Ok, donc vous n'avez pas commencé, comme on dit, on va voir une parcelle vide dans l'eau. Vous n'avez pas loué un endroit pour commencer. Non. Vous avez construit votre propre parcelle, vous avez construit votre propre siège. Oui. Ok, mais ça c'est en 2003. Oui, ça a commencé à partir de 2000 déjà. 2000 déjà, vous avez commencé. J'ai commencé par faire progressivement. D'accord. J'ai eu l'avantage d'avoir quand même à structurer un peu ce que je fais et à aller progressivement. C'est ça qui me caractérise aussi. Je ne suis jamais pressé de faire ce que je fais. Ouais. Mais je dois le faire comme je veux. Ok. Parlons maintenant de l'acquisition des clients. À part le fait qu'on peut déjà comprendre qu'au début, vous avez voulu travailler avec des entreprises, des usines, et pour cela, vous envoyez des lettres d'agrément, des demandes d'agrément. C'est ça qui faisait qu'on vous tournait en rond, voilà. Mais est-ce que c'est à partir de là, vous avez eu des clients petit à petit, ou bien vous avez adopté autre stratégie pour avoir des clients, en dehors des demandes d'agrément? En fait, quand vous envoyez des demandes d'agrément, c'est des demandes d'agrément que tout le monde peut envoyer. Après, il faut aller au contact.
Il faut aller au contact et essayer de montrer tout ce que vous savez faire. Le développement du relationnel est assez important. C'est assez important. Quelquefois, quand vous envoyez des courriers, bon, écoutez, les gens lisent, on dépose. On ne prend même pas la peine. Puisqu'ils avaient déjà des gens qui faisaient certaines choses pour eux, Oui. quelquefois, ils n'éprouvent pas tout le temps le besoin de diversifier leurs prestataires de services. Mais lorsque vous allez les voir et que vous savez discuter avec eux, bon, ça peut les inspirer à dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne le consulte pas pour savoir qu'est-ce qu'il peut nous apporter de plus. De plus. Et ça y est, ça. Ok, parce qu'on voit dire que un nouveau prestataire qui devient le prestataire d'une entreprise va prendre la place d'une autre. Non, mais de toutes les manières, personne ne prend la place de personne. Donc, il travaille avec les deux. Oui. Mais à un moment donné, si vous faites bien votre travail, il risque de laisser d'autres. Non, souvent, quand vous allez dans les usines, une seule entreprise ne peut jamais offrir tous les services. Offrir tous les services dans ce domaine de l'usine. Une usine, c'est 90% de construction métallique. Oui, oui. Une usine, c'est 90% de construction métallique. Donc, ce serait trop prétentieux pour une seule entreprise comme moi de dire qu'elle s'occupe de tout ce qu'il y a dans l'usine. Ce serait trop prétentieux. Donc, c'est pour ça que je dis que plutôt même que de parler de concurrents, quelquefois, moi, je dis qu'on devrait parler de partenaires. Des partenaires. Oui. Nous complétons. Oui, oui. Nous complétons et puis c'est en se mettant ensemble qu'on se change des expériences et qu'on est fort. Ok. C'est ça. Ok. Et nous sommes en 2024. Oui. Il y a plus de 26 ans que vous avez lancé Innotech. Est-ce que vous pensez que si c'était aujourd'hui où vous êtes lancé, vous aurez plus d'opportunités ou bien moins d'opportunités? Bon, peut-être que j'aurai plus d'opportunités. Parce qu'il faut dire que notre domaine est aujourd'hui en pleine évolution. Le Bénin a mis du temps à aller à l'industrialisation. Oui. Or, il faut des industries, des usines pour que nous puissions travailler. Vous voyez? Oui, donc je vois déjà ce que vous voulez dire. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités qui s'offrent à nous. Maintenant, il y a des usines en construction, il y a, depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'autres usines qui ont commencé. Donc, forcément, le champ est un peu plus large pour l'intervention. D'accord. C'est ça. D'accord. Donc, vous, maintenant, en dehors de la construction métallique, vous êtes un peu dans le BTP, il va dire. Oui. En quelle année vous avez commencé le BTP? Le BTP, je dois dire que j'ai commencé le BTP réellement il y a déjà une dizaine d'années. On va dire en 2013, 2014. Oui, on a commencé par prendre des marchés pour le reprofilage des voies, des pistes. Le reprofilage des pistes. Des pistes, oui. Oui, bon, vous voyez, quand les pistes sont dégradées, on passer un peu de niveleuse, arranger les fossés latéraux pour laisser l'eau passer et que les gens circulent très facilement. On a fait un peu de pavage. Bref, c'est le travail que nous avons fait. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous a poussé? Est-ce que c'est. Vous êtes dit, je suis déjà dans le domaine de la construction. Pourquoi ne pas diversifier les activités? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à lancer les activités dans le BTP ou bien c'était une idée que vous avez dès le départ? C'était une idée dès le départ. J'ai même beaucoup d'autres idées que j'espère développer. C'était une idée dès le départ. Et dès qu'on a commencé à évoluer, quand on a atteint un certain niveau, on s'est dit, bon, maintenant, on peut essayer d'ouvrir la brèche pour aller vers d'autres secteurs et voir un peu comment on réussit là avant de penser à autre chose. D'accord. D'accord. OK. On va revenir sur la construction métallique. Mais comment vous avez démarré? Parce que là, on va parler de moyens. Les moyens étaient déjà avant que vous ne commenciez à prendre des marchés de BTP.
Oui, bon, ça va. Relativement, vous n'êtes pas un entrepreneur débutant. Non. Voilà. Comment vous avez commencé dans ce secteur? Euh, dans ce secteur, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai dit, j'avais commencé par prendre des marchés. Euh, je sous-traitais, je prenais que les équipements. Mais après, j'ai eu la chance de postuler pour un projet Equibail, BOA. Ok. J'ai sollicité un financement de Equibail pour pouvoir finir mon bâtiment, faire entrer mes machines et démarrer les Ça, travaux. c'était en quelle année? Ça y est, ça devait être en 2002. 2002. Vers les 2002. 2002, ok, d'accord. Oui, vers les 2002. Donc j'ai eu un soutien de Equibail qui mettait les équipements que j'avais déjà acquis en garantie. C'était leasing, on appelle. Leasing. Et m'apporter un peu de ressources pour finaliser, puisque j'étais un peu à court d'activité et j'avais besoin de démarrer la machine, puisque j'avais déjà des équipements qui n'étaient pas installés, mais je devais aller louer ces mêmes équipements pour faire mes prestations. Donc, il était devenu urgent que j'installe les équipements pour démarrer, pour lancer vraiment mon atelier moi-même. Donc, je suis allé vers eux. Ça n'a pas été facile, évidemment, avec un taux d'intérêt prohibitif, mais je n'avais pas d'autre choix. Nous sommes allés et nous avons démarré. Nous avons eu la chance aussi d'avoir des sociétés qui nous faisaient quand même confiance. Quand on avait un marché, quand on demandait des avances, 50%, ils nous donnaient, elles nous donnaient. Donc ça nous permettait très facilement d'anticiper sur les dépenses pour réaliser les marchés à temps. Voilà. Oui. Ça a beaucoup compté. Parce que j'imagine qu'un jeune comme moi au début, si je reçois un marché de 10 millions et qu'il me faut 6 millions pour l'exécuter, ben, il faut bien que tout l'argent quelque part. Oui. Et c'est ça. Il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour vous aider. D'accord. Ce n'est que ça. Ok. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, vous faites l'installation des stations. Oui, on fait dans le montage industriel. On fabrique des équipements de transformation agroalimentaire. Pour un exemple, actuellement dans mon atelier, on est en train de monter une petite unité pour produire de l'huile de palme et de l'huile de palmiste. C'est-à-dire la chaîne pour transformer le palmier, les fruits du palmier en différents dérivés. On aura l'affaire de l'huile de palme, de l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, là, c'est ça, on appelle chocho. Chocho. Ok, donc c'est l'huile noire, là. Il y a différents types de chocho. Ok. Il y a le chocho blanc qui est comme l'huile d'arachide. C'est-à-dire, le grain, là, on prend ça, on va dire cru comme ça, pour transformer. Oui. Il y a le chocho là, c'est qu'on frit, mais on grille. On va calciner la noix. Et on va écraser. Ok, c'est ça qui donne chocho. C'est ça qui donne chocho. L'autre aussi, c'est chocho, mais c'est blanc. C'est blanc. C'est comme l'huile d'arachide. C'est comestible. Hein? Ok. Oui, c'est comestible. Ça a de très bonnes valeurs nutritives. Ouais. Okay. Dans l'usine que vous êtes en train de fabriquer, pour un client sûrement? Pas pour un client. Pour vous-même? Nous aussi, maintenant, nous allons à l'étape industrielle où on est en train de réfléchir à de petits projets comme ça, de démonstration. Oui. C'est des projets de démonstration. Pour montrer que le BTB est possible. On peut faire ce genre d'usine au Bénin et qu'au lieu d'être dans de petits travaux, on peut faire carrément des unités industrielles au Bénin. Donc, on va l'installer d'ici quelques semaines et on va inviter sûrement les gens pour venir voir. On va faire une journée porte ouverte sur le fonctionnement de l'usine pour qu'ils voient un peu comment ça marche. Amen. Nous, c'est notre manière de nous chercher d'autres débouchés. Oui, à vous diversifier. À nous diversifier. C'est d'autres débouchés que nous cherchons.
Parce que dès que nous faisons cette publicité et que les gens viennent voir de quoi il s'agit, ça peut inspirer toute personne à vouloir d'autres créer. personnes à aller. Parce que nous donnons comme objectif d'aider à améliorer les conditions du travail des peuples. Il faut aider les gens à souffrir moins en travaillant. Bon, vous savez aussi que de plus en plus, on a de gros problèmes de main-d'œuvre, Oui. de l'activité de main-d'œuvre. Donc, si vous créez une unité de transformation et que vous comptez uniquement sur la main-d'œuvre, je vous assure, vous n'allez pas fonctionner à 40% de votre capacité. Parce que l'homme ne peut pas tout faire. L'homme ne peut pas tout faire. D'abord, il n'est pas tout le temps disponible. Et quand il est disponible, il a des capacités limitées. Malgré toute sa bonne volonté, si vous avez du travail à faire, l'homme qui commence à 8 heures avec assez d'énergie, à 9 heures déjà, il faut moins d'énergie. À 8 heures, à 10 heures encore moins, il prendra une pause peut-être. S'il revient à 11 heures, il ne pourra pas vous en fournir autant qu'il en a fourni à 9 heures et à 10 heures. Oui. Donc, ça va en baissant. Donc, il va falloir réfléchir et mettre des équipements qui auront un rythme soutenu et qui rendront beaucoup plus service à la productivité humaine. Et à éviter des travaux avilissants pour les hommes. D'accord. C'est ça. OK. Donc, nous travaillons beaucoup plus dans ce secteur. Dans ce secteur. Voilà. OK. Et pour quelqu'un, parce que moi, j'ai compris que vous diversifiez beaucoup. OK. Parlons maintenant de la gestion de la main-d'œuvre. Pour un entrepreneur, bon, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont jusqu'à 1000 employés, mais la question est valable pour eux. Comment gérer autant de personnes? Encore avec différents chantiers à la fois. Oui. On est obligé de déléguer certaines tâches. On ne peut pas tout faire seul. Vous voulez tout faire seul, vous n'arrivez à rien, vous vous esquintez. Donc, il faut déléguer, il faut mettre une organisation structurelle en place qui attribue à chacun ses tâches et mettre un système de contrôle en place. D'accord. C'est ça. OK. Et la gestion quotidienne du personnel. Pour une personne qui veut lancer, par exemple, une usine, on parle de la personne n'est pas du domaine. Il a l'argent et veut lancer une entreprise qui fait de la construction métallique. Comment il peut faire la gestion des ressources humaines, le recrutement, la formation, voilà. C'est un peu délicat. Vous savez, chez nous ici au Bénin et dans d'autres pays de la sous-région, quand vous lancez une activité que vous n'êtes pas présent, ça peine à prospérer. Ah bon? C'est clair. Ça peine à prospérer. Donc, si quelqu'un a les ressources, s'il est sûr de pouvoir rester et suivre ses activités lui-même, il peut y aller. Sinon, il met un bon système de suivi autour. Ouais, sinon, ce système de suivi, là, comment la mettre en place? Ça, c'est délicat. Ça ne parle pas de la... Il n'y a pas que la compétence qui joue dans ce cas. Mais il faut avoir la chance d'avoir des gens de bonne moralité. C'est ça. Parce que la moralité est assez importante pour la réussite de tout ce que vous faites. C'est un peu ce que je dis. OK. Et au sein de votre entreprise, est-ce que vous avez eu des cas, on va dire, de mauvaise moralité de la part d'un salarié ou d'un collaborateur? Et comment vous avez su gérer ça? Par exemple, un collaborateur qui a peut-être détourné un client, ou bien qui a détourné de l'argent,
bien qui a volé une machine. Oui, vous voyez, j'ai des cas comme ça ne manquent jamais. Ça ne manque pas. C'est pour ça que quand on est entrepreneur, en dehors d'être persévérant, il faut se forger un nerf d'acier. Sinon, les gens vous font des coups, vous allez craquer si vous devez tout prendre à cœur. Vous voyez, j'ai dans l'entreprise un cas palpable que j'ai eu, c'est qu'à 1 heure de pause, pendant que tout le personnel est allé en pause, il y a 2 ouvriers de mon atelier qui ont eu la mauvaise idée de trouver des moyens pour s'introduire dans l'atelier. Ils ont trouvé les moyens pour s'introduire à l'intérieur de l'atelier. Okay. Ils ont appelé un tricycle même pour charger des choses. Pour voler? Pour voler, évidemment. Ils ont voulu charger. Ils n'ont pas pu ouvrir le portail, mais il y avait un petit espace sur le portail où ils ont réussi à faire passer des tôles, des feuilles de tôle. D'accord? Et comme ça passait sous le portail, des gens du quartier ont compris que c'était suspect. Il y a des gens qui m'ont appelé. Parce que je n'étais pas là, j'étais à une séance de travail à Ouida. Les autres collaborateurs étaient allés en pause. La secrétaire a été allée en pause, c'est elle qui ferme. Elle a même fermé, tout était fermé. Alors, quand les gens m'ont appelé, j'ai appelé la secrétaire qui pouvait aller vérifier, qui pouvait ouvrir, qui n'était pas joignable. Sur moi, à moto en train d'aller à cette période de pause. Et j'ai appelé un de nos collaborateurs qui est allé. Et au moment où il est arrivé, il a vu les traces du tricycle qui étaient déjà partis. J'ai appelé alors les 2 ouvriers qui ont fait l'opération. Je leur ai dit, vous avez pris des choses de l'atelier. Ramenez ce que vous avez pris tout de suite. En principe, quand quelqu'un vous dit ça, vous devez savoir qu'il a l'information. Oui. Et arrêtez. Ils me disent non, que quand je vais venir, qu'on va en parler. Quand je suis revenu, ils me disent qu'ils n'ont rien volé. J'ai dit, vous êtes sûr que vous n'avez rien volé. Vous avez volé quelque chose. Hier, je ne vous avais pas dit ça. Donc, si je dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai des informations sur du quartier. Et vous avez volé des choses. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez pris. Et où sont les choses que vous avez prises. Ils ont passé leur temps à nier. Je les ai gardés dans l'entreprise pendant 1 mois encore. Encore. Juste pour leur poser des questions, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ah, mais là aussi, vous n'avez pas pu savoir qu'est-ce qu'ils ont volé vraiment. Oui. Ah, vous avez ça, je ne savais pas. Ah, vous ne le saviez pas? Je ne savais pas. Mais bon, maman, à votre venue, vous devez savoir que telle chose a manqué, telle chose a manqué. Ce serait difficile de le savoir. Ah, il y avait beaucoup de choses dedans. Oui. Okay. Ce serait difficile de le savoir. Je vais vous expliquer. Quand je suis venu, quand j'ai regardé, j'ai soupçonné ce qui peut être volé. Mais je n'avais pas de preuves matérielles pour aller. Et là, je me suis calmé comme il niait. Il commençait pas à négliger le travail. Je les ai appelés. Je leur ai dit, écoutez, vous, je sais que vous avez volé, vous avez nié. Mais sachez que si vous avez vraiment volé quelque chose ici, je ne vous l'ai pas donné. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain vous allez payer pour ça. Allez-y, je ne peux plus continuer à travailler avec vous. Je les ai libérés. Si je les amenais au commissariat à cette étape, c'était leur parole contre la mienne. Oui. Il dira que je n'ai aucune preuve, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu s'est arrangé ces choses. Après quelques mois, le plus jeune a commencé par m'appeler, que lui veut me dire toutes choses, lui veut faire ci, lui n'a plus de travail depuis qu'il est parti,
il faut que je l'appelle, il faut qu'il vienne travailler. J'ai dit ça avec mes collaborateurs. Et on a convenu quand même que je pouvais les appeler pour qu'ils finissent le projet sur lequel ils intervenaient quand je les avais arrêtés. On fabriquait une provenderie en fait. Une provenderie. Une provenderie. On fabriquait une provenderie. Donc, je les ai rappelés. Et c'est le plus petit qui avait besoin du travail qui était beaucoup plus disponible à venir. Quand il est venu, après il a fait une semaine, on le surveillait. Il devait quand même le surveiller sérieusement. Il a déjà coupé les câbles de l'installation électrique, il a caché dans son sac pour partir avec. Il a coupé les câbles, hein? Les câbles de l'installation électrique. Qui avait au sein de l'atelier de l'entreprise, de notre entreprise. Les câbles même. Les câbles, il a coupé. Ça veut dire qu'après ça, tu ne peux même plus brancher de poste à souder, tu ne peux plus brancher de meule. Il a coupé. Et quand j'ai eu l'information, j'ai vu qu'il a coupé des câbles qui nous servaient à travailler. J'ai dit, celui-là, je dois le sanctionner. Gravement. J'ai appelé les policiers sur le chercher. Comme on l'a menacé là-bas, il a dénoncé son second et tout ce qu'ils avaient pris par le passé. C'est comme si c'était qu'il l'a ramené. C'est à ce moment-là que tout est sorti et il a dit aux policiers qu'il va aller chercher son second et il faut aller le chercher. Ils sont en prison là maintenant. Jusqu'à présent? Ben oui. Bon, depuis combien de temps? Ce que je relate là, c'est décembre passé, non? Bien novembre passé. Disons 6 mois. Oui, environ. On va dire que c'est bien fait pour eux. Wow. C'est ça. Des coups comme ça, arrive. Vous en subissez. Vous en subissez. Dans mes extensions de projet, j'ai eu l'idée de créer une usine pour faire du beurre de karité à Saveur. À Saveur. J'ai monté l'usine est finie, entièrement. C'était pour un client aussi. Comment? C'était pour un client. Mon usine. C'était pour vous-même. Oui. Donc vous avez une usine à Saveur. À Saveur, pour faire du beurre de karité. Ok. Et je n'ai pas encore eu l'électricité depuis 3 ans que l'usine est finie pour démarrer la production. Je suis en train de courir pour. Mais il y a quelques mois maintenant, il y a des gens qui se sont introduits dans l'usine qui ont volé tout ce qui est câble électrique. Ah. Tout. Ils ont coupé. Je peux vous montrer des images. Ah. Tout ce qui est câble électrique. Vous savez comment les câbles là coûtent cher aujourd'hui? Oui. Même pour construire les maisons, vous savez que ça a doublé pratiquement de prix. Oui. Maintenant, quand c'est pour les usines, vous pouvez vous imaginer. Le diamètre est un peu plus. Ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Du cuivre. Ils vont vendre du cuivre, ils vont brader du cuivre. Ils ne savent pas quels dégâts ils ont causé, ou bien quel autre préjudice ils ont causé. Ah. Et c'est ça chez moi. Vous voyez, vous prenez des ouvriers pour travailler à l'atelier, vous mettez du matériel à leur disposition. Est-ce que vous allez venir mesurer tous les matins la longueur du câble de branchement que vous avez? Non, ils vont toujours. Oui. Vous ne pouvez pas. Après, à l'atelier, vous venez, vous voyez qu'on a coupé des câbles, on a tranché le câble, on a enlevé le cuivre qui est dedans. On peut enrouler encore. Enrouler et mettre dans la poche. Vous voyez les caoutchoucs, les gaines là. Vous le voyez traîner. C'est ça qu'on a l'atelier. Mais est-ce que. Et quand je vous dis qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, j'ai eu une commande. Et les gens ont arrêté la commande pour l'instant. Mais j'ai déjà acheté la matière première. C'est des tôles inox. J'en avais là une pile de près de 500 feuilles de tôle. 500 feuilles de tôle? Oui. Oh. C'était aligné comme ça, de près de 500 feuilles de tôle. C'était au sol. Ça aurait plus de 25 paquets. Oui. C'était aligné au sol. Est-ce que vous vous figurez que ils ont enlevé la première tôle qui avait en tête, qui était poussiéreuse, on pouvait savoir. Ils ont soutiré 13 feuilles de tôle. Ils ont replacé. Ils ont mis dans leur tricycle pour partir. Et ils ont replacé la tôle ça là au-dessus, de manière que tu ne saches pas que quelque chose a bougé. Ouais. 500 feuilles, 13 ans, tu vas savoir. Tu ne sauras pas, c'est ça. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. L'unité est à 130 000. L'unité à 130 000. L'unité est à 130 000. Ils sont allés vendre ça à 70 000. Waouh.
Oui, ça de vendre ça à 70 000. Non, si vous vendez à 130 000 et que vous avez 500 là, Oui. mais c'est plus de 50 millions là. Oui. Et vous aussi, vous voulez ça comme ça? Non, mais c'est dans un atelier. Eh, C'est dans un atelier fermé. A priori, personne ne peut sortir ça. à part eux, hein? Oui. Ah, oui. En fait, personne ne peut sortir ça si ce n'est pas ceux qui sont dedans. Personne d'autre ne peut rentrer dans mon atelier. C'est assez sécurisé. Mais vous pouvez mettre en place des systèmes de sécurité, de vidéosurveillance. Oui, oui, c'est ça que j'ai fait maintenant. Ah, vous avez fait maintenant? C'était déjà fait, mais c'est tombé à une période où c'était défaillant. Ah, donc ils guettaient. Je crois qu'ils ont su. Je crois qu'ils ont su. Ils savaient que c'était gâté, c'est là ils ont opéré. Oui, je crois qu'ils ont. Ah, ça. voilà. Ça ne marchait pas. Waouh. C'est ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est ça. Eh bien, ceux qui ont voulu les traduire, vous les avez chassés aussi. Et c'est eux qui sont en prison. Ah, c'est les deux. C'est eux-mêmes qui ont avoué ça après qu'ils ont pris C'était les seuls là. Ils ont pris très sûr, ils ont pris d'autres choses, les trousseaux de clés, les câbles. Et oui. Ça fait partie aujourd'hui de la vie de l'entrepreneur et il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience pour aborder ces épreuves-là. Sinon, Ouais, ça me fait faillite. oui, vous allez péter un câble et ça peut dans l'environnement. C'est ça. Wow. Donc, ça, c'était pour vous, la gestion des ressources humaines. Oui. Donc, on va parler de la gestion des finances. D'abord, quand vous avez des projets comme ça, bien, vous avez envie, je sais que vos machines coûtent cher. Voilà. Comment est-ce que les banques accompagnent vos projets souvent? Et comment elles accompagnent ça? Vous touchez là un sujet très délicat et qui ne favorise pas le développement des PME Au Bénin. au Bénin. Les banques au Bénin sont très frileuses quand il faut accompagner les PME dans leurs différents projets. Quand vous devez acheter des équipements, quand vous devez faire des investissements, elles ne sont pas prêtes à vous accompagner. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je les appelle des tontiniers. Vous mettez votre argent chez eux, mais eux ne font rien. Vous pouvez mettre votre argent, on peut vous faire des attestations que oui, si vous avez un marché, on va vous accompagner. Mais dès que vous avez le marché, vous pouvez essayer, vous pouvez commencer. C'est très délicat, c'est très compliqué. On vous posera toutes les questions de ce monde. Ça, c'est encore des facilités pour exécuter un marché. Si c'est déjà difficile, voyez alors la difficulté pour investir. Parce que quand on parle d'investissement, en réalité, c'est sur de long terme. Oui. C'est difficile d'avoir des crédits d'investissement dans notre pays. Parce que dès que vous avez mis votre argent, dès que vous avez pris leur argent pour faire un travail, moins d'un an après, on commence par vous demander pour le remboursement. Qu'est-ce que vous avez déjà rentabilisé dans votre investissement? Quelquefois, même, vous n'avez pas encore fini l'investissement. Vous n'avez pas encore fini de mettre en place sur le De projet. mettre en place tout le projet et vous devez déjà commencer par rembourser. Quelquefois, ça tue le projet. C'est ça. Ça tue le projet, quelquefois. Alors, l'autre chose, comme m'a dit une ou deux fois moi dans les banques, ce qui fait que je n'ai pas toujours envie de repartir vers elles, c'est que, oui, tel que vous fonctionnez, c'est sur bon de commande, vous postulez, vous n'avez pas des revenus sur tous les mois pour qu'on puisse dire, oui, on vous fait un prêt, qu'on continue le remboursement. On me dit, et si on finit de vous faire le prêt que vous n'avez pas de marché, comment vous allez rembourser? Voilà les questions qu'on nous pose. C'est de bon droit. Parce que les banques, c'est vrai que c'est nos ressources communes que nous mettons là-bas et on s'attend à aller
profiter. prendre nos ressources quand on en a besoin. Oui, oui. Donc, ce ne serait pas très bon qu'on donne les ressources d'autrui à des gens de mauvaise foi qui ne vont pas rembourser et qui vont mettre les banques en difficulté avec leurs clients. Oui. Donc, elles sont frileuses, elles sont trop prudentes et ne vont pas à l'essentiel pour aider les PME. Et c'est là qu'il faut lancer un appel à l'État parce que les banques de développement et d'investissement sont en principe créées par les États pour accompagner les PME. Ça ne peut pas être des banques commerciales. Mais au Bénin, c'est uniquement des banques commerciales. Au Bénin, on n'a rien que des banques commerciales. Un commerçant, il veut faire son bénéfice. Il vous faut des taux d'intérêt très chers, ce qui vous met en déphasage sur le marché international. Comment est-ce qu'en Europe, les gens sont à un taux d'intérêt presque nul, de 0,1-2%? Vous voulez les concurrencer avec des produits qui viennent chez vous alors que vous êtes à des taux d'intérêt de 12-14%. Comment vous voulez concurrencer? Il y a un problème, non? Voilà, c'est ça le problème. Okay. Donc, moi, jusqu'à présent, à part ce que j'avais de l'équipe bail, je n'ai jamais eu aucun accompagnement de banque. Donc, tout ce que vous faites, c'est sur fonds propres? C'est sur fonds propres que j'ai pu développer tout ce que vous faites. Donc, ça dit que celui qui veut vraiment faire de grandes choses, il n'a qu'à aller petit à petit. Il n'a qu'à compter sur ses propres moyens. Parce que, vous voyez, nous sommes dans un système, quand vous voulez travailler, vous prenez l'argent de la banque pour travailler. Au taux que je viens de vous dire, 12%, quelquefois 14%. Quand vous allez vers les microcrédits, c'est encore beaucoup plus grave. Vous irez à 24%. D'accord? Quand vous prenez leur argent, vous faites vos acquisitions, vous exécutez le marché. Vous finissez le marché. Si le client ne vous rembourse, ne vous paie pas vite, si vous avez 6 mois de retard dans le paiement, comme ça se voit, moi j'ai fait des marchés où on a fait plus d'1 an avant de me payer. Imaginez-vous que le jour qu'on vous paie là, tout votre argent là servira à payer les intérêts de la banque. Oui. C'est ça les difficultés que nous avons. Tout votre argent servira à payer tout le bénéfice et même le capital entre dans le règlement des banques. C'est ça. Wow. C'est ça la difficulté de l'entrepreneuriat. Donc, ça fait que il vaut mieux voir la possibilité de se constituer de petites cagnottes et de voir ce qu'on fait quand on a des marchés pour gérer comme ça. D'accord. Sinon, avec nos banques, c'est bien compliqué. C'est compliqué. Mais les cagnottes que nous mobilisons n'arrivent jamais à faire tout ce qu'il faut faire. Non. Vous voyez, je viens de parler de quelqu'un qu'on doit installer tant que quelque part, il doit partir à 13h. Pour ce marché, j'en avais déjà eu d'autres, parce que j'ai investi dans la fonction de mes usines, tout ça là. Donc, j'ai acté les réserves que je faisais pour exécuter le marché. Alors, j'ai acheté une banque de la place. Je ne vais pas le faire de moi, c'est leur nom. C'est une musique que vous avez fait pour nous. Ensuite, c'est la mauvaise si vous parlez de. C'est mauvais quand je suis en train de parler de. Vous n'êtes pas satisfait? Pas du tout. Ils m'ont mis dans des difficultés incroyables. Incroyables. J'ai un marché. Je viens vous voir avant même de signer le marché. J'ai été au marché, c'est ci, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je dis, oui, il faut apporter le dossier, nous allons voir. Quand on m'a donné le draft de contrat pour signature, je vous l'ai apporté.
je vous ai apporté la proforma de mon fournisseur. Je dis, oui, ça va, ça peut aller, on va faire le dossier, il faut fournir ci, il faut fournir ci, il faut fournir ça. Et dans ci et ça, là, des garanties, c'est ça? Oui, j'étais même prêt à donner la garantie de ma maison qui coûtait plus de 10 fois ce que je voulais. Oui, coûtait plus de 10 fois ce que je voulais. Et ce que je tournais dans leur compte dépassait très largement ce que vous demandez. Ce que je demandais. Donc ils savent très bien que ce n'était pas ça qui allait être un problème pour moi. D'accord? Mais je devais importer les choses de la Chine. Les partenaires chinois refusent de prendre une lettre de crédit. Ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent, qu'on ne les paie pas espèces directement. La banque est frileuse. Mais moi, je dois avancer dans mon truc là. Je me porte garant. Si je paie, je paie. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends le risque. La banque m'a tourné en rond. Un marché, la deuxième question du marché, c'était 5 mois. C'est le 4e mois qu'on m'a dit qu'on ne peut pas m'accompagner. C'est le 4e mois. Ils ont passé 4 mois pour vous dire, à prendre la mauvaise décision à la fin. C'est 4 mois après, on vous dit, monsieur, on ne peut pas vous accompagner. Je vais vous accompagner. Mais vous pouvez dire ça déjà la première semaine. Parce que rien n'a changé. Ouais. Rien n'a changé. La proforma du chinois montrait le mode de paiement. Et c'est sur ce mode de paiement qu'on se calme maintenant pour dire qu'on ne peut pas m'accompagner. C'était déjà comme ça depuis le début. Et c'est ce que je leur ai déjà dit. Je ne vous en veux pas de refuser de m'accompagner. Oui, mais il fallait... Ça, c'est pas du jamais vu. C'est du déjà vu. On a beaucoup vu ça. Mais pourquoi m'avoir traîné tout ce temps? Juste pour dire que le mode de paiement ne correspond pas... Oh, c'était là depuis le début. Mais même déjà, je pouvais déjà dire que le mode de paiement ne correspond pas. Voilà. Mais c'est 4 mois après, on vous dit ça. 4 mois après, alors que le marché était de 5 mois. Donc, vous ne pouvez plus exécuter. Mais moi, c'est ça aussi. Je trouve une solution à mes problèmes. Oui. C'est quand on m'a dit ça maintenant que je dis, bon, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai pris d'autres dispositions, j'ai pris d'autres attaches. J'ai dû aller dans une microfinance. J'ai sorti de l'argent en une semaine. J'ai envoyé en Chine avec tous les risques. Je pouvais le perdre comme je pouvais le gagner. Mais en allant à la microfinance prendre l'argent, je l'ai député, je prenais vos sous pour 2 mois. Sachant très bien que les projets dans lesquels j'avais mis mes sous, qui faisaient que je n'étais pas capable de préfinancer mon truc, j'allais avoir des revenus, j'allais avoir des retours sur investissement. Donc, je l'ai fait comme ça. Et j'ai pris les sous, j'ai envoyé, et dès que j'ai eu le paiement, j'ai remboursé la microfinance. Aujourd'hui, les temps sont là. J'ai demandé une prorogation du délai de livraison. Je suis allé voir les clients. Parce qu'il y a un temps, il y a eu des retards sur la mer, des bateaux qui ont été reportés, tout ça. Je leur ai expliqué. Ils ont compris. Ils m'ont prorogé le délai de livraison. Donc, je ne suis plus en retard en réalité. Maintenant, les tanks sont là. On va les installer. Dans une heure comme ça déjà? Oui, dans une heure, nous allons faire partir ça là-bas. On met une équipe pour installer les tanks. Wow. C'est un peu dans la vie. Oui. Que l'entrepreneur, mais avec tout le stress possible. Si vous n'apprenez pas à gérer votre niveau de stress, vous craquez. Oui, vous ne pouvez pas. Et vous craquez. Parce qu'il y a des entrepreneurs pour pouvoir effectivement avoir des ressources pour faire le projet là. Quand ils peuvent d'argent, ils paient des parcelles un peu partout. Oui. Et c'est grâce à ces parcelles, ils savent que ça peut être dans une ville, pas dans un boulot, ils savent qu'il ne va jamais aller vivre là-bas. Mais c'est pour pouvoir avoir des prêts avec ça. Oui, mais comme je vous le dis, les banques ne vous accompagnent plus à base aux garanties aujourd'hui. Moi, je vous dis, la garantie que je leur apportais était 10 fois plus élevée, plus valeur. La valeur était 10 fois plus importante que la valeur de ce que je leur ai demandé. Mais pourtant... Et ils disent, oui, c'est pas ça qui est notre problème, mais comment vous allez rembourser, c'est ça le problème. Et si on vous aidait, que le Chinois ne réagissait plus favorablement. Et si. Ça, c'était pas ça le souci. C'est ça. Bon.
Donc, c'est ça. Et ces expériences avec les banques, c'est légion. C'est légion. J'ai une entreprise qui est là. Je trouvais l'ancêtre un peu petite. Il fallait que j'étende. Ils ont mis en vente la parcelle qui est à côté de moi. J'avais eu l'intention de l'acheter pour étendre les activités. Il vient à la banque et dit, écoutez, j'ai besoin de ci, de ça. La parcelle que j'achète là, vous prenez ça en garantie. Même là où je suis, il faut mettre en garantie. Mais il faut que j'achète ça. Ils m'ont dit, non, tu n'as pas de revenus réguliers, tu es sur appel d'offres, sur bon de commande. Et si on te parle de l'argent, si tu n'arrives pas à rembourser, si tu n'as plus de marché, ils ont dit tellement de choses, ils n'ont pas compris. Heureusement, les gens n'ont pas vite vendu. J'ai fait des travaux et quand j'ai eu des paiements, j'ai dû sortir du cash. Pour les payer vous-même. Pour acheter ça. Et dommage pour eux. Bon, c'est ça. Parce que quand on fait prêt à quelqu'un, c'est avec intérêt, donc ça ils avancent. Mais est-ce que en bloquant le prêt à des entrepreneurs comme ça, comment ces banques ont de l'argent? Parce que normalement, ces banques, c'est grâce au prêt qu'il faut, qu'elles ont de l'argent. Vous savez, quelquefois, c'est beaucoup plus des problèmes de connaissance. Les banques veulent vous prêter lorsque elles vous connaissent bien et lorsque vous n'en avez pas besoin. On prête à celui qui est déjà. C'est ça. Leur système, c'est ça. Quand vous les voyez, quand les Libanais vont les voir, de souhaiter, les yeux fermés, ils leur prennent de l'argent. Mais il y a beaucoup de Libanais qui sont partis avec leur logement. Bien fait pour eux. Oui, bien fait pour eux. Beaucoup de Libanais qui sont partis avec leur... Parce qu'ils se disent que les Libanais ont plus de ressources que les Béninois. Il y a un Libanais qui a monté tout le process, qui a pris 6 milliards. 6 milliards. Il a tracé, oui. Dans ce petit pays-là. Dans ce petit pays-là. Bien fait pour eux. Ils ont dû recapitaliser la banque, sur la banque fermée, la banque tombée. C'est une banque béninoise. Oui. Bien fait pour eux. Bon. Oui. Bon. C'est que vous avez déjà dit les noms. Oui. C'est une banque béninoise. 6 milliards. Oui. Ce que je dis là, il y a à peine 3 ans. Hein. Mais attends, comment on peut prêter 6 milliards à quelqu'un alors qu'on peut relever des prêts de 200 millions à des gens qui ont de garantie plus que ceux-là? Même 10 millions. On refuse. Les gens vous tournent en rond. Et même quand vous avez des garanties des parcelles, tout ça, avec titre foncier, on refuse. C'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, je pense que cet épisode-là, quelqu'un qui a la possibilité de faire agir ces banquiers, c'est ce qui va voir ça. Oui, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc, il aimerait se faire accompagner. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, si quelqu'un a un projet et voudrait des spécialistes pour les accompagner, je crois qu'ils sont à la bonne adresse. Il faut contacter Benotech. Nous sommes situés à Cotonou. Notre base est à Cotonou. Il faut contacter le 95 40 48 46 ou le 97 17 76 55. Nous serons très fiers d'apporter notre expertise à votre projet. Merci. Merci. OK. Et aux entrepreneurs, ou bien aux jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Surtout ceux qui veulent se lancer dans la construction métallique, mais qui ne sont pas forcément ingénieurs ni techniciens. Par exemple, la plupart des techniciens dans le génie civil, tout court, mais qui aimeraient se lancer dans la construction métallique aussi. Ben, aux jeunes entrepreneurs, je vais dire qu'il faut savoir de beaucoup de courage, être beaucoup persévérant et bien affûter ces outils, surtout se donner la capacité de pouvoir anticiper sur certaines choses et bien apprécier le milieu dans lequel nous sommes. Je crois qu'avec ça, on peut. Il faut surtout aimer le travail bien fait aussi. D'accord. Voilà. Nous sommes à la fin de notre épisode, de cet épisode.
Je vous remercie pour être resté là jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt.